Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Congreso Internacional sobre Humanismo y Transición Ecológica, un concepto que últimamente se escucha mucho en múltiples referencias. Tenemos, de hecho, un ministerio en España precisamente denominado Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por lo que claramente este congreso, además de ser actual, resulta muy oportuno en un momento en el que no solo nuestro país, sino también el resto de naciones han procurado el diálogo en varios encuentros que se han sucedido para poner de manifiesto la necesidad de abordar de manera conjunta los problemas medioambientales. Fruto de estos encuentros, sabemos que se han aprobado iniciativas legislativas que buscan lograr el cumplimiento de diversos objetivos medioambientales para los años 2030 y 2050. Interesa saber que el 12 de noviembre de 2008 se reunieron en París las facultades libres de los siguientes países: Austria, España, Francia y la República Checa, para fundar la primera Asociación Europea de Facultades Libres, y agrupaba las siguientes instituciones: Abad Oliba Universidad, Centro de Estudios Filosóficos, Instituto Cebro, Facultad Libre de Derecho y Economía y Gestión de Francia, Instituto Católico de Estudios Superiores en Francia, Instituto Católico de Rennes en Francia, el IRCOM de Francia, el Instituto de Filosofía Comparada también en Francia y la IT Universidad Católica en Austria. Estas instituciones, que hoy también apuestan por este congreso, sostienen un concepto de la ecología estrechamente ligado al ser humano, pues con la aceleración de la ciencia y la tecnología, la actividad del hombre cada vez se ha tornado más eficaz, pero también ha traído consigo el peligro de la degradación del medio natural del hombre, por lo que la ecología se ha convertido en un problema importante en nuestra civilización, para nuestra cultura y especialmente para el hombre. La transición ecológica, por tanto, no solo representa una de las líneas estratégicas de la Unión Europea para abordar los problemas medioambientales presentes y futuros, desde una visión puramente política dentro de una agenda global, sino que en este Congreso buscamos reflexionar sobre cómo afrontar el reto de la ecología sin olvidar el lugar del ser humano. Ya lo decía, y me van a permitir citar al Papa emérito Benedicto XVI, que de manera magistral exponía que hoy más que nunca nos parece claro que el respeto al medio ambiente no puede olvidar el reconocimiento del valor de la persona humana y de su inviolabilidad en cualquiera de las fases y condición de su vida. El respeto al ser humano y el respeto a la naturaleza van unidos. Creo que uno de los puntos fuertes de este congreso, algo que parece una característica de este tipo de eventos sin más, pero es precisamente el carácter multidisciplinar del mismo. Es muy positivo al leer las líneas temáticas del Congreso que confluyen varias disciplinas como la educación, la psicología, la filosofía, la teología, ciencias, economía, derecho, buscando cada una de estas áreas aportar reflexiones en torno a cuestiones que esperan pronunciamientos firmes y valientes en una sociedad necesitada de verdad. En esta decidida apuesta por la sostenibilidad desde tan variadas perspectivas, cabe preguntarse cuál es el lugar que debe ocupar el hombre, que sin duda tiene el riesgo de quedar desdibujado. En este sentido, este Congreso Internacional sobre Humanismo y Transición Ecológica abordará cómo pueden las sociedades modernas desarrollarse plenamente en armonía con el entorno natural y, al mismo tiempo, reivindicar la centralidad que el ser humano debe tener en este proceso. De nuevo, Benedicto XVI, en el marco de la Iglesia y apelando a la humanidad entera, decía que tienen una responsabilidad respecto a la creación y se sienten en el deber de defenderla también en el ámbito público, para defender la tierra, el agua y el aire, dones de Dios creador para todos, y sobre todo proteger al hombre frente al peligro de la destrucción de sí mismo. Nosotros, como Universidad Católica, fieles a un ideario en consonancia con estos principios insoslayables, nos comprometemos a desentrañar las problemáticas de la ecología integral y del humanismo cristiano para resaltar el lugar que ocupa el ser humano en la creación. Animo a ello, a la vez que manifiesto mi total agradecimiento a todos los autores e investigadores nacionales e internacionales que se han dado cita en este evento y que intervendrán con sus conferencias y comunicaciones, así como a todos los que lo seguirán en directo y en streaming desde otras latitudes. Gracias a los organizadores del Congreso de esta universidad, al profesor Dr. David Sanz, a la profesora doctora Marisa Pro y a la profesora también Catherine de Klerk. Y de nuevo gracias a todas las entidades que con la colaboración personal e institucional de sus representantes han propiciado la celebración de este congreso que hoy inicia. Muchísimas gracias a todos. Bien, muchísimas gracias, señora decana,
Buenas tardes a todos, bienvenidos a este Congreso Internacional que ha sido posible gracias a la estrecha cooperación entre la Universidad Católica de Ávila y la Asociación Europea de Facultades Libres, que engloba diferentes universidades que también han participado en la organización, como el Instituto de Filosofía Comparada, el Instituto Católico de Estudios Superiores, el Instituto Católico de Rennes, la Universidad Bat Oliva, el Catholic Hochschule IT. Es un honor para nosotros celebrar este congreso virtual y presencial, y en estos 2 días vamos a hacer un congreso que está muy enfocado en el debate. Y esto se va a manifestar de muchas maneras. Para empezar, verán ustedes que durante las conferencias, durante las charlas, el ponente no va a ocupar todo el espacio que se le destina, sino que sencillamente hablará durante 25 minutos y posteriormente habrá un espacio de interacción con el público. Un espacio que será presencial y también será virtual. Es decir, los participantes en el Congreso podremos plantearle consultas, podemos aclaraciones, podemos rebatirle, por supuesto, al ponente para iniciar un diálogo. Entonces, es un aspecto que para nosotros es importante poner el acento en esta peculiaridad de este congreso. Y posteriormente también habrá el día de mañana, el sábado, habrá dos momentos en el que se presentarán diferentes comunicaciones por profesores de diferentes partes del mundo, y también las presentaciones serán acotadas para propiciar un debate entre los asistentes a cada sesión, ya se fueran profesores o audiencia, ¿no?, de estas comunicaciones. Me gustaría dar algunos datos del Congreso, puesto que tenemos 180 inscritos de 16 nacionalidades. Por supuesto, Francia y España son las nacionalidades más representadas, pero también está Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Dinamarca, Ecuador, la India, Italia, México, Rumanía, Serbia, Uruguay, Venezuela. Estamos encantados de poder haber reunido a esta gran cantidad de personas interesadas en el debate, interesadas en estudiar este binomio persona y ecología desde diferentes ópticas, ¿no? Economía, ciencia, educación y psicología, derecho, filosofía y teología. El congreso es un congreso trilingüe, aunque habrá ponencias en español, habrá ponencias en francés y habrá ponencias en español. Todas las ponencias serán traducidas o al español o al francés. Vamos a proceder de la siguiente manera. El conferenciante que intervenga, pues según el programa que ahora explicaré, realizará una charla, y entonces los asistentes presenciales al Congreso tendremos la oportunidad de permanecer en la sala si es que comprendemos el idioma en el que el ponente está hablando, o trasladarnos a una sala en la que se ofrecerá la traducción al español o al francés, según corresponda. Y los asistentes virtuales tienen 2 canales, 2 enlaces de YouTube que se han facilitado, en los que podrán seguir las conferencias en el idioma que prefieran. Adicionalmente, es importante señalar que en las comunicaciones, que se tendrán lugar el sábado por la mañana a las 12 y por la tarde a las 4:30, se dividirán según áreas temáticas. Se ha facilitado un programa con las diferentes sesiones paralelas que se van a reproducir, que se corresponden con las diferentes áreas, ejes temáticos del Congreso: Economía, Ciencia, Educación y Psicología, Derecho, Filosofía y Teología. Tienen ustedes el programa para ver cuál es la ponencia que más les interesa. Estas ponencias no serán traducidas, serán pronunciadas en el idioma del ponente, y la discusión será realizada en vivo e en directo sin una traducción. Pero, como digo, las diferentes ponencias centrales del Congreso sí que serán siempre traducidas al español o al francés, según corresponda. En relación al programa, me gustaría hacer un breve recorrido para ya finalizar mi intervención
En primer lugar, en esta tarde intervendrá el doctor Michel Boyancé con la ponencia La ecología o el retorno del bien común. Posteriormente, y aquí hay un cambio en el programa, a las 5:15 intervendrá la doctora Carmen Parra con su ponencia La sostenibilidad del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. Y finalmente, a las 18 horas, intervendrá Christian Altinborn-Gusseau con su ponencia La ecología del ser humano, la escucha del lenguaje de la naturaleza en la modernidad. Posteriormente, los asistentes presenciales podremos hacer una pequeña visita guiada a las 17 horas. En el día de mañana comenzaremos con la ponencia del doctor Jorge Monjil, titulada El papel de la ciencia en la transición ecológica, algunas reflexiones desde el medio natural. Posteriormente, a las 10:45, tendremos a Marc Lebatois con su ponencia de Haeckel a la Escuela Francesa de Geografía, la posibilidad de una ecología humana. Haremos una breve pausa de media hora y tendremos un espacio para comunicaciones a las 12 horas, luego la comida y posteriormente otro espacio de comunicaciones a las 16:30 horas. Finalmente tendremos la ponencia del doctor Emmanuel Brochier titulada El eclipse de la filosofía de la naturaleza como fuente de la crisis ecológica. ¿Puede esta visión de Laudato Si cambiar algo en la forma de pensar de la educación? Y finalmente concluiremos con la clausura. Sin más, me despido de ustedes y me gustaría dar la palabra a el doctor Michel Boyancé, que es el presidente de la Asociación Europea de Facultades Libres y también forma parte del Instituto de Filosofía Comparada, IPC, que son dos instituciones que han colaborado enormemente en la organización de este congreso. Doctor Michel Boyancé, por favor, cuando usted quiera puede hablar. Madame la doyenne, messieurs les professeurs, mesdames, messieurs, chers amis, je voudrais juste vous présenter une double excuse. La première, c'est de ne pas être présent physiquement avec vous. Nous devions venir à 3 de Paris. Monsieur Doncieux, chargé de l'organisation du colloque avec vous, Monsieur Brochier, qui est le doyen actuel de la faculté IPC et moi-même. Et malheureusement, Monsieur Doncieux a eu un ennui de santé qui l'a empêché de venir. Monsieur Brochier a eu une réunion au ministère qui ne pouvait pas, bien sûr, repousser. Et moi-même, en raison de ces événements, je n'ai pas pu venir vous voir. J'en suis désolé. J'en suis désolé parce qu'il y a des liens maintenant importants depuis quelques années avec vous. Et le professeur David a bien expliqué que nous avons des liens avec vous par l'intermédiaire de notre association européenne. Alors, 2 mots simplement avant de commencer ma communication sur l'Association européenne des facultés libres. Il y a déjà maintenant une quinzaine d'années, en 2008, à l'initiative de facultés libres françaises, nous avons souhaité créer des liens européens. Donc, on vous l'a indiqué. Ces liens sont orientés sur 2 grands objectifs. Un premier qui est de maintenir en Europe une liberté d'enseignement supérieur. Cette liberté d'enseignement supérieur est pour nous en France difficile. C'est la France avec ses caractéristiques propres. Notamment, nous avons sans doute en Europe de manière très importante un monopole de l'État qui fait que la liberté d'enseignement supérieur est très limitée. Cela date de longtemps. On pourrait faire remonter cela à Napoléon, qui est connu en Espagne et qui a introduit cette logique d'un monopole de l'État.
Et puis l'autre objectif, c'est entre facultés chrétiennes, catholiques, de développer des relations européennes et aussi en tant que laïc, engagé dans la société, laïcs qui sont soucieux aussi de l'aspect pluridisciplinaire et transdisciplinaire des études universitaires, de la recherche universitaire et des publications. Et ce colloque ici à Avila, dont on a eu l'idée il y a déjà 2 ans à peu près, est l'exemple très riche, très intéressant de cette approche pluridisciplinaire. Et on pourrait dire aussi, je pense que la traduction va l'exprimer, transdisciplinaire, c'est-à-dire un aspect de réflexion qui traverse les disciplines en vue d'une compréhension aussi unifiée que possible. En tout cas, je remercie vraiment l'Université d'Avila d'avoir fait ce gros travail d'organisation, de nous permettre à nous, malheureusement, de ne pas être présents physiquement, mais d'être présents par l'intermédiaire du réseau Internet et des nouvelles technologies. Je crois que les choses marchent bien, avec toujours un petit retard entre la chaîne YouTube que je regarde et puis, je crois, la salle. Voilà, ceci pour bien marquer que ce retard, je ne sais pas si vous en avez ici l'effet, mais ce retard est quand même relativement important de quelques secondes, ou 10 ou 20 secondes. Ou même peut-être plus d'ailleurs que quelques secondes, d'après ce que je constate sur mon autre écran. Alors, je vais, si vous voulez bien, je crois que c'est le moment, commencer ma communication. C'est ça. Voilà, je pense que le est présent. Je vais dire pour le traducteur que par rapport au texte que j'ai lu, je vais peut-être ajouter 2 ou 3 mots au fur et à mesure de ma lecture, mais vraiment de manière très, très, très limitée pour préciser certains points. Voilà, je crois que je peux commencer donc la communication. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Boyancé? Voilà, je n'ai pas d'écho de la salle, mais je crois que c'est possible. Donc, je vais commencer ma communication. Le titre que j'ai souhaité, c'est l'écologie ou le retour du bien commun. Mon intention est de relier l'écologie et le bien commun en passant par l'être humain. Celui-ci a une place de fait dans l'univers et il agit sur ce dernier de manière bien plus profonde que les espèces vivantes connues. C'est d'ailleurs la source de ce que l'on appelle la question écologique. Pourquoi vouloir protéger les espèces végétales et animales et vouloir omettre celle de l'homme, voire la considérer comme dépassée? En fait, le paradoxe n'est qu'apparent, tout dépend à partir de quel fondement on comprend l'être humain. Est-il, cet être humain, une personne reconnaissant sa dépendance de la nature ou un individu souverain absolu de son devenir? On pourrait dire d'ailleurs de son être et de son devenir. Le lien avec la question du bien commun prend alors tout son sens, car nous constatons, c'est mon intention, nous constatons des conceptions opposées
qui risque de perdre l'écologie elle-même. L'écologie ne doit-elle pas se comprendre à l'intérieur d'un bien commun qui n'est pas simplement la somme des biens mis en commun, ce qu'on appelle en anglais les commons? Le singulier du mot « bien commun » manifeste que l'ensemble des biens que l'on peut décrire, matériels et immatériels, convergent vers l'unité d'un tout dont le bien est aussi celui de toutes ses parties. C'est donc ce que je voudrais développer rapidement. Première partie de mon propos, respecter la nature comme un tout commun à tout et à tous. Je pourrais ajouter à tous et à chacun. En tant que l'être humain doit respecter les écosystèmes et la biosphère, il lui faut comprendre et agir dans un tout qu'est le monde qui l'entoure et qu'il n'a pas fait. Les progrès de ce que l'on appelle le biomimétisme confortent notre problématique. L'être humain fait partie intégrante d'un tout qui est celui dans lequel il vit, à savoir l'univers, qui doit en réalité aussi imiter, car souvent plus performant et efficace que lui. Cette imitation n'est pas une copie, mais une source d'inspiration, je dirais plus précisément de discernement, pour développer des arts et des techniques respectueuses de l'humain et de son environnement. Cela nous entraîne à accepter l'expérience que ce tout permet à chaque partie d'atteindre une certaine harmonie, de tendre vers quelque chose qui convient à tous et à chacun, ce que l'on appelle depuis la pensée grecque le souverain bien ou bien commun, selon l'expression très ancienne déjà, que vous connaissez bien. La souveraineté du bien est ici essentielle. La souveraineté supposée de l'être humain rencontrant celle des choses et de leurs biens. Il y aurait donc une sorte de double souveraineté, mais le bien étant plus, je dirais, souverain ou vraiment souverain par rapport aux choses. Par voie de conséquence, toujours dans la pensée grecque, la souveraineté d'un bien commun de l'univers dans lequel est inclus le bien commun de la polis, de la cité. Cette expression prend tout son sens alors qu'elle remonte à une époque souvent délaissée, comme n'étant pas scientifique au sens moderne, et donc comme n'ayant rien à nous apprendre sur notre place actuelle dans la nature. Il nous faut retrouver les principes de la philosophie de la nature, des principes les plus communs aux considérations très communes, mais aussi plus précises sur le bien de l'univers. Il y a ce que les anciens appelaient une sagesse de la nature qu'il nous faut retrouver. Thomas d'Aquin, à la suite de la pensée grecque et bien sûr dans le contexte de la théologie chrétienne, développera notamment dans la Somme contre les gentils, Summa contra gentiles, cette expérience.
L'expérience du bien commun est donc double. Dès les premières phrases de la politique, Aristote plante le décor, si l'on peut dire, et je cite, « Puisque nous voyons que toute cité est une sorte de communauté et que toute communauté est constituée en vue d'un certain bien, car tous les hommes font tout en vue de ce qui leur paraît bien, et que précisément le bien souverain entre tous est la fin de la communauté, qui est souveraine entre toutes et inclut toutes les autres, c'est elle qu'on nomme la cité ou communauté politique. » Cette citation ne vaut pas que pour la question politique, car l'idée ouvre aussi les traités de l'éthique, l'éthique à Nicomaque, et des physiques. Le bien est inclus dans les principes du devenir naturel, ce qui est bien et ce vers quoi tend toute chose. Thomas d'Aquin et le catholicisme reprendront cette intuition des anciens. La primauté spirituelle de l'être humain ne va pas contre cette insertion dans le bien de l'univers. L'être humain échappe au monde matériel, mais son bien existe aussi dans ce monde. Même si le principe architectonique souverain qu'est son bien spirituel fait qu'il le réalise au-delà de son monde, mais dans ce monde. Voire, bien sûr, dans une relation supérieure à des réalités surnaturelles dans l'ordre de la foi. Deuxième partie, quelle est la place de l'être humain? Quelques considérations sur la place de l'être humain. Ainsi, l'être humain se situe dans une totalité dont chaque partie collabore au tout et en retour bénéficie de ce tout. L'encyclique du pape François Laudato Si, dont on reparlera dans le colloque, reconnu comme un document qui concerne aussi les non-croyants, rappelle que, je cite, « le tout est plus grand que la partie », que, je cite, « nous sommes une partie d'un tout », devant habiter dans, je cite, « notre maison commune ». Et présente clairement l'articulation entre le tout et le commun. Qu'avons-nous en commun dans ce tout? En quoi notre commun est-il un bien? La citation donnée dans l'encyclique, paragraphe 80, du commentaire par Thomas d'Aquin du livre 2 des Physiques d'Aristote, je cite en latin, « Ars divina indita rebus », la nature est un art divin inscrit dans les choses. Ce qu'Aristote n'a pas dit dans les physiques, ce que rajoute Thomas d'Aquin, montre que cette vision, bien que les questions astrophysiques de l'époque soient dépassées, reste philosophiquement, c'est-à-dire dans notre expérience des choses de la nature, bien actuelle. Ne faut-il pas, de ce fait, relire la tradition philosophique qui relie intrinsèquement la personne humaine à sa nature, à son espèce? Ces relations entre son existence et son essence. Alors qu'un certain personnalisme a eu tendance à l'en éloigner. À l'heure de l'antispécisme, on pense à Peter Singer par exemple, moteur d'une certaine écologie, ne faut-il pas revisiter ces vieux concepts qui nous semblaient définitivement obsolètes? La définition donnée par Boès de la personne humaine est ici décisive. Je vous la rappelle.
substantia individua natura rationalis, substance individuée de nature rationnelle. Sans entrer ici dans de trop longs développements, je fais une synthèse de ma communication. Rappelons tout d'abord que le mot personne, prosopone, persona, était présent dans la pensée gréco-latine et désignait l'être humain dans son individualité et son rôle social, ce que le mot français personnage rend assez bien. Si effectivement la reprise de ce mot par Boès se situe dans un contexte théologique, celui-ci, Boès, renforce son sens philosophique, car chaque terme était déjà présent chez les Grecs et notamment chez Aristote. Ainsi, cette tradition que l'on pourrait appeler personnaliste n'est pas ce que beaucoup d'auteurs dits personnalistes contemporains ont développé. Je pense à Emmanuel Mounier ou Paul Ricoeur. Il y a donc une grande équivocité dans l'utilisation du mot personnalisme. Le courant contemporain français, issu de la pensée kantienne et existentialiste, puis existentialiste, retient l'idée que l'existence humaine relève de la création ou de la production de valeurs et de la contingence historique, en rejetant de ce fait la référence à la nature commune, ou ce qu'on peut appeler l'essence, en privilégiant la condition humaine, la condition existentielle humaine, c'est-à-dire les caractéristiques existentielles de la vie humaine. En réalité, les deux aspects d'essence et d'existence sont les facettes d'une même réalité humaine, et je dirais les facettes de la même réalité, d'une même réalité de la nature. De plus, même en s'enracinant dans la tradition issue de la pensée de Thomas d'Aquin, je pense à Jacques Maritain, on en vient à ne pas considérer que la définition de la personne implique la primauté du bien commun. Ce que le souci écologique vient donc rappeler avec force. À noter que la pensée de Karol Wojtyła, futur Jean-Paul II, n'a pas développé un personnalisme de ce genre, mais au contraire une pensée dans laquelle le bien commun garde sa primauté et la personne son enracinement dans la recherche de son bien objectif au-delà des valeurs. Troisième partie et dernière, et ce sera ma conclusion, l'écologie, c'est-à-dire le bien commun et le bien spécifique de l'être humain au sein de l'ensemble des espèces naturelles. En reprenant toutes ces considérations, nous pouvons tirer quelques remarques et proposer une réponse à notre problématique et aussi un programme de travail, un programme d'études. Si l'être humain peut être vu comme créateur de valeurs dans le cours historique de son existence, il reçoit avec celle-ci des différences spécifiques, dont celle de la nécessité absolue de se servir de sa liberté pour déployer ses capacités. Mais une liberté qui ne peut se passer de la connaissance des choses dans leur être et dans leur bien. Ainsi, l'agir, l'art et la technique sont des activités qui se situent en aval, en aval de ce qu'il a reçu des autres espèces et de l'harmonie qui existe dans l'univers. La recherche de son épanouissement individuel et collectif doit aller de pair avec une recherche difficile mais nécessaire des conditions de réalisation du bien commun social et politique dans le bien commun de l'univers, en l'occurrence, bien sûr, du bien commun terrestre de notre maison commune. Nier l'espèce, c'est détruire toute possibilité de réaliser une écologie intégrale, c'est-à-dire une écologie qui prend en compte la nature dans l'existence même des choses,
en relation avec leur essence, celle-ci étant ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont et deviennent ce qu'elles deviennent. L'histoire du monde, l'évolution qu'elle manifeste, ne détruisent pas ces deux aspects des choses, leur existence et leur essence. Ainsi, parler de nature et d'espèce ne veut pas dire que le devenir est déterminé, ni que notre connaissance des espèces est facile, bien au contraire. C'est même un programme d'études à part entière. Le devenir naturel est contingent d'une part, et l'essence n'existe pas en dehors des individus eux-mêmes contingents, notamment l'être humain par sa liberté créatrice et de décision, d'autre part. En outre, la connaissance humaine est limitée dans le sens où elle ne conceptualise pas bien ce que sont les espèces et le lien entre elles, leur relation entre elles, ce qui fait la biosphère ou l'écosystème. Si c'était le cas, l'écologie ne serait pas nécessaire en tant que science, science au pluriel, car beaucoup de sciences concourent à l'écologie, et en tant que pratique, en tant que praxis. Néanmoins, à partir de la négation des espèces réelles, y compris humaines, et d'un individu souverain absolu par sa liberté, souvent opposé à la tradition permettant de reconnaître la personne, nous conduit à ne plus comprendre le monde qui nous entoure ou même à ne plus vouloir le comprendre. C'est, à mon sens, le défi actuel de l'écologie. Je vous remercie. J'espère que la liaison a été bonne. Donc, nous vous remercions de votre conférence et maintenant nous commençons l'espace de débat. Donc, j'espère que des questions vont être posées parce qu'en fait, vous avez abordé un sujet qui est très intéressant, en effet, qui revêt toujours un très grand intérêt depuis la publication 2015 de l'encyclique du pape François sur la sauvegarde de la maison commune. Donc, j'espère en effet qu'il y aura des questions qui vont être posées. Donc, non seulement à travers YouTube, des questions peuvent être posées, mais aussi dans la salle. Donc, dis-moi. Si. Il y a une question, Monsieur Boyancé, il y a une question qui va être posée dans la salle, je vous traduis tout de suite. D'accord? Oui, donc j'écoute la traduction. Hein. D'accord. La question va être posée en espagnol, je vous traduis tout de suite. Muchas gracias por la intervención de señor Vallancé, el profesor Vallancé. Y en relación con la idea que está presente y que él ha citado en Laudato Si, que el todo es mayor que la parte, el valor del todo frente a la parte, me surge una pregunta desde la antropología y que Santo Tomás de Aquino también aborda indirectamente, y es el concepto de persona, que es el que más se opone, dice Santo Tomás, al concepto de parte. Abordar el problema de la ecología desde la idea de todo y parte puede suponer un riesgo a la hora de comprender adecuadamente el lugar privilegiado de la persona humana en el mundo. ¿Has dicho que el concepto de persona se opone al de...? El concepto de persona se opone diametralmente al concepto de parte, según Santo Tomás. Donc, gracias. Donc, la première question qui vous est posée est la suivante. Elle est en rapport avec ce que vous avez dit de le tout est plus grand que la partie. Donc, la question s'inspire sur les documents de saint Thomas d'Aquin. Et donc, il y a un professeur d'ici de l'université d'Avila qui vous demande le fait que d'après saint Thomas d'Aquin, le concept de personne s'oppose à celui de la partie. Donc, est-ce que ceci donne à la personne une place privilégiée au sein de la communauté et c'est pour ça qu'il la rend nuisible à la sauvegarde de la maison commune? Alors, je répondrai sur deux points. Le premier,
saint Thomas d'Aquin considère, comme la phrase de Laudato Si le mentionne, que en tout état de cause, c'est une sorte de principe premier, le tout est toujours plus grand que la partie. Il y a même des phrases très claires chez Thomas d'Aquin qui montrent que le bien du tout est aussi le bien de la partie, notamment pour l'être humain, dans la cité et de manière générale pour le bien. C'est Jacques Maritain qui a lu cela non pas en critiquant Thomas d'Aquin, mais disons en posant que la personne était supérieure au bien commun naturel, temporel, politique. Alors, deuxième aspect, pour répondre. La personne a un bien spirituel, voire surnaturel, dans l'ordre de la foi, qui fait effectivement que le bien naturel n'est pas son plus grand bien, n'est pas son bien le plus parfait, c'est le bien spirituel qui fait que la personne échappe à l'univers et au bien matériel. Néanmoins, le bien de l'univers et le bien matériel font partie des biens de la personne. C'est ce qu'on appelle, chez Aristote et Thomas d'Aquin, l'architectonisme des biens. C'est-à-dire les biens sont les uns par rapport aux autres dans des relations de moins parfait à plus parfait. Et même si les biens spirituels sont les plus parfaits, ou les biens surnaturels, notamment l'union à Dieu, cela n'empêche pas que les autres biens concourent au bien de l'être humain. Donc, il n'y a pas d'opposition entre l'expression « le tout est plus grand que la partie » et le fait que la personne, en tant que partie, a une nature qui fait que son bien est un bien commun spirituel et surnaturel dans l'union aux autres, la charité, et dans l'union à Dieu aussi, la charité envers Dieu. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu bien à la question. Oui, oui. En fait, on vous remercie de votre réponse. À travers YouTube, on vous remercie de votre conférence, mais pour l'instant, pas de questions ont été posées. Donc, bon, je pense qu'on va donner la parole au suivant conférencier. Donc, Monsieur Boyancé, on vous remercie de l'effort que vous avez fait d'être avec nous à travers cette salle virtuelle. Et bon, j'espère que les problèmes que vous avez rencontrés auront solution bientôt. Oui, mais ça doit être réglé, je pense. Il y a eu une connexion supplémentaire que je n'ai pas coupée, en fait. Voilà, donc je quitte la salle. Oui. Oui. Très bien. Oui. Merci. Donc, et merci de nous avoir accompagnés cet après-midi. Je vous en prie. Merci surtout à vous.